Bonjour mes amis, toutes les forces vives françaises, jusqu'au chef de l'État inclus, Macron, se sont pris fait et cause pour cette histoire, ce jugement de la Cour suprême américaine sur l'avortement. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a un truc qui me surprend. Vous savez, vous me connaissez depuis longtemps, j'ai une sensibilité, une sorte de fibre, une fibre souverainiste, sans être dans l'excès. Et ceci me surprend complètement quand je vois un pays comme la France qui veut amender sa constitution sur la base d'une décision de la Cour suprême américaine. C'est comme ça qu'on devient vassal, mes amis. C'est comme ça que ça commence. Je suis pas un anti-américain primaire. Je suis même, par certains aspects, assez admiratif des États-Unis. Mais néanmoins, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui en Europe, et en France en particulier, on importe la toxicité des États-Unis. Les États-Unis ont beaucoup de bonnes choses. On ne les ramène pas. Mais on te ramène McDo, on te ramène BLM. Vous savez, l'histoire de BLM et ce gars dont j'ai oublié le nom. Je vous assure que j'ai oublié le nom. Et la majorité des noms ont oublié, la majorité des gens en ont oublié le nom. Vous savez, ce gars qui a eu maille à partir avec la police et puis il a été tué de manière absolument inexcusable et absolument inexplicable par la police, hein, de la pure violence policière, de la bestialité littéralement. Donc pour vous dire que je n'excuse pas du tout le geste, hein. Il avait déclenché à l'époque des manifestations BLM et tout ça. Suite à cela, un certain nombre de joueurs de foot avaient décidé de commencer les matchs en se mettant à genoux. Il faut savoir une chose, que le nom du gars a été oublié. Le nom du gars a été oublié par la majorité des gens. Les joueurs de foot anglais, jusqu'à nos jours, au moment où je mets sous presse, se mettent toujours à genoux avant le début d'un match. On ne sait même plus pourquoi. On ne se rappelle même plus. Les moins de 20 ans s'en souviennent plus. Et eux, ils sont là à se mettre à genoux, comme si, quelque part, cette posture à genoux, de manière symbolique, est devenue pour certains peuples la posture la plus confortable. Elle leur sied tellement bien parfois, quand on regarde comment ils se soumettent à tout, comment ils acceptent l'inacceptable. Revenons à cette histoire des États-Unis en fin des années 60. Il y a deux avocates, enfin plus que deux avocates, un groupe d'avocats du Texas, des avocats militants, on va dire, avec des penchants féministes, avaient décidé de lancer devant la Cour du Texas d'abord, puis escalader devant la Cour suprême américaine, une histoire d'avortement. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de cas sous la main. Donc ils ont commencé à faire de la sollicitation, en d'autres termes, faire du racolage, ce qui est interdit par leur métier. Mais ils savaient que c'est interdit ce qu'ils faisaient, mais ils l'ont fait quand même parce qu'ils ont considéré que l'intérêt suprême du public et de la cause et tout ça valait quand même cette entorse à la déontologie. Donc, ils ont commencé à chercher, ils ont trouvé des femmes, des couples, des gens prêts à se porter devant la cour. Néanmoins, la femme qu'ils avaient trouvée à l'origine, elle avait quand même un très grand défaut, c'est qu'elle n'était pas enceinte. Donc, aller devant des juges, faire du foin pour une histoire d'avortement quand t'es pas enceinte, sans être une attitude genre je cherche des problèmes, il y a quand même un cousinage, vous comprenez. Donc, elles ont considéré que cette femme-là n'était pas réellement la meilleure porteuse de la cause. Elles cherchent encore, et 1969, elles vont trouver une femme. C'est une femme qui s'appelait Norma McConroe, je crois. Cette Norma, c'est elle qui rentrera dans la postérité sous le nom de Jane Roe. Pourquoi Jane Roe ? C'est un faux nom. C'est juste qu'ils ont mis un nom parce que elle voulait pas y aller avec son blaze, n'est-ce pas ? Donc, pour protéger un petit peu sa vie privée, ils l'ont appelée Jane Roe. C'est pour ça que le case qui remontait plus tard devant la Cour suprême des États-Unis s'appelait Wade contre Roe. Wade, c'était le DA, District Attorney, genre le procureur
principal ou général du Texas, qui a été donc attaquée par ses avocates par le biais de cette femme qui en réalité ne savait même pas ce qu'elle faisait là. C'était un cas social, elle avait 21 ans, elle était déjà à cet âge-là mère de 2 enfants, elle était enceinte du 3e, elle était portée un petit peu sur les stupéfiants et tout ça, et donc elle ne savait vraiment pas à quoi elle participait. Mais elles lui ont dit, ces femmes, ces avocates, tu viens avec nous, on s'occupe de tout ça. Donc, elles sont parties avec elle en figure de proue sur une bataille, d'abord au Texas, et puis après devant la Cour suprême des États-Unis. Pour la petite histoire, la durée de ces procédures, vous pensez bien, étant qu'elle a quand même accouché d'une fille qui a été donnée en adoption. En 1973, la Cour suprême rend, avec une majorité assez confortable, elle rend justement un arrêté, un jugement, si vous voulez plutôt, qui va dire que l'avortement, vu ce cas, vu ce qu'on comprend, l'avortement est un droit constitutionnel aux États-Unis. Si c'est un droit constitutionnel, c'est un peu comme la liberté d'expression, le port d'armes, tout ça, les États ne peuvent pas légiférer pour l'empêcher, pour l'interdire. Ce qu'ils peuvent faire, c'est l'encadrer. Ils peuvent encadrer. Mais ils ne pourront pas interdire. Donc, c'était une méga grande victoire féministe en 1973. Néanmoins, très souvent les débats, et en particulier les débats avec les progressistes, sont souvent des débats tronqués, des débats basés sur sur des principes qui sont en réalité juste un cheval de Troie pour quelque chose parfois de plus sinistre. Je vous donne juste un exemple. En France, quand il s'agissait de la peine de mort, et juste pour clarifier, moi je suis en train d'analyser, donc je suis pas censé vous donner mes opinions, c'est pas le but de la vidéo, mais juste pour vous donner mon idée, n'est-ce pas, juste pour qu'on soit honnête sur les sensibilités des uns et des autres. Je suis contre la peine de mort. Et pourquoi je suis contre la peine de mort? Parce que je ne considère pas que des États aussi corrompus que ceux que nous avons doivent avoir la possibilité d'ôter la vie. Vous voyez? C'est plus par limitation, par volonté de limiter le pouvoir de l'État qu'autre chose. C'est tout. Bon. Cette parenthèse étant fermée, je reviens à mon histoire. Le débat était à l'époque, quand on parlait de peine de mort en France et d'ailleurs ailleurs, en Navarre et ailleurs, c'était que pourquoi aller vers une telle cruauté de tuer quelqu'un qui a tué, ce qui n'est pas quelque part donner une leçon de morale, on n'est pas supérieur à cette personne-là, alors qu'on peut tout à fait enfermer cette personne à vie et garantir que la société est protégée du danger de cette personne, sans qu'on ait besoin d'aller jusqu'à la peine de mort. Ce débat était faux. Ce débat était faux, ce débat était tronqué, comme le sont souvent les débats avec les progressistes. Les progressistes n'avaient jamais l'intention de militer pour que certains individus extrêmement dangereux, des criminels récidivistes qui ont déjà commis des crimes de sang, qui sont prêts à revenir demain, à recommencer, ces progressistes n'avaient pas l'intention de les arrêter, n'avaient pas l'intention de les mettre en état de nuire par quelque méthode que ce soit. Tout simplement, les progressistes sont dans une logique de justice sociale. Finalement, tu sais, s'il a violé cette femme, c'est que, bon, probablement, vu ses caractéristiques sociales telles que vous pouvez les imaginer, et que ses caractéristiques personnelles, il n'a pas pu y accéder. Donc, quelque part, par cet acte, il est en train de rétablir une justice sociale, il est en train de corriger une injustice sociale qui n'aurait même pas dû exister. Et donc, forcément, en tant que société, on doit être tolérant. Et la victime, la souffrance de la victime, c'est le juste prix à payer
pour que cette justice-là se fasse. Donc, fondamentalement, on retrouve des juges, et je pense qu'en France, vous en avez eu des exemples dans l'actualité judiciaire sur les 20 dernières années, des exemples très abondants, où on voit des juges qui effectivement ont pour instruction de pencher plutôt du côté du criminel, du prévenu, que de la victime. Considère que la victime, ma foi, je comprends qu'elle soit victime de quel soit le crime. On comprend la souffrance de la victime, on compatit, mais ma foi, tu vis dans une société qui est pleine d'injustices, tu en es peut-être même un des représentants si tu es privilégié parce que, je sais pas moi, t'es riche, t'es joli, t'es blanc, t'habites un beau quartier, t'es bien habillé, tes parents sont d'une bonne classe sociale, tout ça. T'es local, t'es né ici, etc. Tu t'appelles Pascal, tout ça. Donc, ou Pascaline, ou ce que vous voulez. Donc finalement, à ton corps défendant, même si on te considère pas toi personnellement comme coupable, tu fais partie quand même d'un groupe qui pris collectivement est coupable de quelque chose. Et donc il y a une injustice dont tu as tout le temps bénéficié, toi et des gens comme toi, le long de votre vie, génération après génération. Et là, tu as subi un crime qui arrive dans un contexte où quelqu'un qui subit cette injustice, donc finalement cette injustice que tu as subie, ce crime que tu as subi, est une réponse. On est presque dans un cas de légitime défense, si vous voulez. Okay. Et je caricature pas, c'est ça la mentalité. Et donc à ce moment-là, bon, on compatit avec ta souffrance, mais bon, c'est fini. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? On va le libérer. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve une sorte d'inversion. C'est-à-dire que au final, la France n'a pas aboli la peine de mort, elle l'a de facto, elle l'a transférée vers le public. Où des gens, au hasard, des victimes innocentes, et je mets ça entre guillemets si on parle du côté progressiste, le progressisme, la victime n'est jamais innocente, okay, à moins qu'elle a été mégenrée, ça c'est autre chose. Ils ont leur, si vous voulez, ils ont leur barème, ou ils ont leur échelle de crime qui n'est pas allée d'un autre monde. Elle n'est pas celle que partagent les gens dans leur globalité. Et c'est pour ça qu'on a retrouvé en France, par exemple, non pas qu'on a aboli la peine de mort et qu'on a des perpétuités incompressibles pour les pires criminels, non, au contraire. On a aboli la peine de mort, on a tout aboli derrière, et on retrouve des gens qui ont été condamnés des fois pour mort d'homme, hein, ou mort de femme, ou mort d'un non-binaire. Et on va se retrouver avec ces gens qui étaient condamnés sur le papier à 18 ans, et ils vont récidiver 3 ans plus tard. C'est-à-dire que 3 ans plus tard, ils étaient dans la rue. Et c'était ça le projet à la base. D'accord ? Donc le projet n'était pas comme il était proposé, c'était pas ça. Donc, si on revient à notre histoire d'avortement, l'avortement c'est pareil aussi. La pauvre jeune fille, elle a 17 ans, toute fraîche, toute jeune, innocente, elle arrive à la vie, elle est violée, qu'à Dieu ne plaise, dans un cercle familial, pour rajouter un petit peu de drame, n'est-ce pas? Et puis maintenant, doit-elle encore porter l'enfant de son violeur et tout? Bien sûr. De là, hein, ça c'est pour te vendre. Tu sais, chaque fois qu'on veut te vendre le projet, on va te le vendre avec avec des cas un peu extrêmes comme ça, des cas à pleurniche, n'est-ce pas? Je dis pas que les cas à pleurniche n'existent pas et qui ne méritent pas notre respect, mais c'est des cas qu'on va te caricaturer pour essayer de te vendre un projet beaucoup plus global que ce cas qu'on te montre. Donc le cas qu'on te montre est quelque part juste pour construire ton, vous savez, comment on appelle ça, la construction de consentement. C'est pour construire ton consentement. Donc on t'attaque sur le plan émotionnel. Et pourquoi on t'attaque sur le plan émotionnel? Parce que on veut pas que tu réfléchisses. C'est une tentative d'animalisation. Parce que vous savez, nous avons plusieurs cerveaux, nous avons plusieurs choses, des forces émotionnelles, des forces peut-être instinctives, l'intelligence, la bêtise, des émotions positives et négatives. On aime, on déteste, on a peur. Tout ça, c'est un magma très compliqué dans la tête de chacun de nous. Et en fait,
quand on veut t'aborder par l'émotion, quand tu vois une émotionnalisation des choses, c'est que typiquement ce qu'on cherche à faire, on cherche à abolir ton intelligence. On veut que tu te... Et ça, c'est la pub. La pub sont très forts là-dessus. On veut réellement que tu te propulses que sur le plan de l'émotion, que tu réfléchisses avec tes tripes, pas avec ta tête. Parce que si tu réfléchis avec ta tête, probablement tu verras que le plan entier est foireux. Donc l'idée est partie de quoi? L'idée est partie de cette histoire, genre cas social, machin, ou bien des cas de santé, ou des cas de viol, etc. Et après, on va remonter ça, hein, on va remonter le fil, et on arrive à quoi? Et là, on va arriver à des trucs du genre l'avortement qui est utilisé comme une contraception, on arrive à l'avortement à 9 mois, ou même après la naissance, pour des raisons psychosociales, ou pour une détresse sociale ou autre, vous voyez? Donc, on part d'un cas extrême, une fois qu'on valide le cas extrême, une fois que tu signes sur la foi d'un cas extrême, d'un cas caricatural, après, on ouvre la boîte de Pandore, et là, tu vois le vrai projet. Des fêtes, des concours d'avortement, du nombre d'avortements et tout ça. Et en fait, le problème, c'est qu'on voit pas on voit pas là. Vous savez, je vais vous dire un truc. Moi, personnellement, en tant que mec, je vais pas m'avorter. Je vais pas avorter. Je veux dire, je peux toujours m'identifier à une femme si je veux. Je peux porter une robe, me colorer les cheveux en bleu, tout ça, venir gueuler contre vous et vous dire appelez-moi avec mes bons pronoms et tout ça. Je peux faire ça. Je peux. J'ai jamais avorté. Donc, je vais pas être je vais pas être concerné par ça dans ma chair. Néanmoins, pour les femmes qui sont concernées par cela dans leur chair, qui des fois ont été induites dans cette voie qui sur le moment semblait naturelle, un droit, facilité, tout ça, quand 10 ans plus tard elles comptent et elles réalisent qu'aujourd'hui il aurait une avant, il y a beaucoup de femmes qui ne dorment pas la nuit. D'accord. Et ça, on n'y pense pas. Hein, c'est pas, on réfléchit pas sur le long terme. On réfléchit tout de suite sur l'instant. C'est la victoire de l'instant sur l'éternité. Quelque chose est fait sur l'instant, et par la suite, ça peut poursuivre des personnes tout le reste de leur vie. Donc, ça, c'est quand même un point. Le revers, ça signifie le revers de la médaille. Si ça avait été une médaille, c'est même pas une médaille en réalité. Mais le revers, on va dire, de la chose n'est pas évoqué. Or, pour avoir un débat équilibré, pour que les décisions soient prises de manière équilibrée, il faut regarder sous tous leurs angles. Ce qu'on ne fait pas en tant que société. On passe d'une caricature à l'autre. Alors aujourd'hui, ce qui me surprend, moi, c'est que des gens comme Macron, comme Trudeau, comme d'autres dirigeants occidentaux, comme Biden, tout ça, parlent de la liberté de disposer de son corps. Alors quand je vois ça, je dis, mais non, mais pas toi. C'est pas possible. La liberté de disposer de quoi? De son corps. La France, hein, on a appelé la police, et c'est un cas peut-être caricatural que je vous donne, mais c'est un cas qui montre les innombrables tragédies individuelles. Tragédie individuelle, il y a une soignante qui a été suspendue sans salaire, sans aucun droit, il y a plus d'1 an maintenant. Vous savez, ils sont dans une détresse totale, beaucoup. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur famille, ils ont perdu leurs biens, ils ont perdu leur travail. Des pestiférés, littéralement. Tout simplement parce qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas envie de s'injecter un truc. Un truc qui aujourd'hui, on est en train de voir en 4 colonnes à la une, souvent, sur des médias de plus en plus mainstream, on est en train d'en voir les retombées. Ils ont dit non. Parce qu'ils ont dit non, on les a considérés comme des pestiférés. Sa fille s'est suicidée il y a quelques jours. D'accord? Pour vous dire, tragédie terrible. L'autre tragédie, c'est quand une femme qui va à un institut qui soigne le cancer, on lui appelle la police parce qu'elle n'a pas de passe. D'accord? Donc là, dans ces circonstances, et ça c'est juste 2 cas que je vous prends, mais il y en a des milliers d'autres, des gens empêchés de travailler, de se déplacer, de voyager, de sortir, de voir leurs parents dans des EHPAD, de se faire soigner, des libertés fondamentales considérées comme acquises depuis des lustres ici en Occident, ont été
ont été détruites sur la foi de la parole du Parti communiste chinois, de notre ennemi géostratégique traditionnel. On n'a ni vérifié, ni calculé leurs propos, ni débunké leur cinéma avec des gens qui tombent par terre et tout ça. Et on a pris d'eux le problème et la solution. Et on a commencé à l'implémenter. D'accord ? Donc vous voyez mes amis, il n'y a pas de valeur. La vraie valeur en réalité, et ça je vous invite à regarder une vidéo que j'ai publiée il y a assez longtemps, qui était que l'Occident est habité par une parole de mort. Et moi je vais vous dire la vérité. Vous tournez le problème quand vous voulez. Vous tournez le problème vraiment quand vous voulez. Mais tout va redescendre, va se simplifier à deux choses. Va se simplifier à sommes-nous habités par une parole de vie ou sommes-nous habités par une parole de mort? Quand on se met du côté du violeur, quand on se met du côté de la fin de vie, quand on se met du côté du criminel, quand on choisit chaque fois la mort, chaque fois qu'on a une bifurcation, on choisit la mort, on est dans une parole de mort. On est dans une parole de mort. Même la stérilité que nous observons, la stérilité que l'Occident observe, il observe chez ses enfants, chez ses qui ne font plus de famille, qui s'occupent plutôt de loisirs, qui s'occupent d'eux-mêmes et qui parfois même détruisent leur corps pour aller vers des logiques, vers des sexualités non reproductives, qui sont aussi une expression de cette mort-là. Il y a une entreprise américaine qui a déclaré que les femmes qui voudraient aller vers d'autres États pour avorter recevraient un pécule de $4 000 dans un pays où les employeurs n'ont pas l'habitude de lâcher des dollars comme ça. Et là, le dollar idéologique. Vous savez, on a eu le pétrodollar. Aujourd'hui, on a le dollar idéologique. Le dollar idéologique coule à flot. C'est devenu même une des premières industries des États-Unis aujourd'hui. Le dollar idéologique. $4 000, va avorter, ma chérie. Moi, si je travaille dans une compagnie pareille, vous savez ce que je fais? Le lendemain, j'arrive, comme je suis. Et je déclare que je m'identifie à une femme. Et je veux les $4 000. Vous savez quoi? On me les donnera sans poser de questions. Parce que le premier qui se posera la question, qui me dira, écoute, j'ai pas envie de t'offenser, ou j'ai pas envie de rentrer dans des polémiques, tout ça, mais les $4 000, je vais dire, je sais pas moi, tu t'es vu dans un miroir, je vais dire, vous comprenez? Le premier qui tient ce propos, il est mort. D'accord? Il est mort socialement. Il y a tous les woke de la terre, il y a tous les woke, il y a tous les cheveux bleus, les cheveux roses, les cheveux violets qui sont derrière lui. Et il n'osera pas. Quand il regardera, il se dira, tu sais quoi, juste lâche-lui $4 000 à ce clown, je ne vais pas avoir d'histoire avec lui. Juste lâche-lui $4 000, c'est beaucoup moins cher que ce qui peut nous tomber sur le coin de la gueule si on commence à financer avec lui. D'accord? 2022. La Cour suprême des États-Unis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Contrairement à ce que certains affirment. Elle n'a pas dit on va interdire l'avortement. Elle n'a pas dit ça. Elle a dit tout simplement que quand on regarde le Wade contre Roe, le cas Wade-Roe, elle a dit que ce cas-là a causé à l'époque, la décision qui a été prise dans ce cas était un égarement. Que la Cour, en 1973, quand elle a statué que l'avortement était un droit constitutionnel, cette Cour-là a erré. Et cette Cour n'avait pas à prendre cette décision. Et qu'elle a vraiment surinterprété des textes constitutionnels et qu'elle a même dit dans l'arrêté, elle a dit que le raisonnement derrière cette décision est extrêmement fragile. Parce que la Constitution ni n'interdit, ni n'autorise l'avortement, ne parle pas d'avortement, ni il y a dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire judiciaire des États-Unis, en particulier au niveau constitutionnel, il n'y avait pas de jurisprudence liée à l'avortement. Donc, l'histoire, déjà en 73, le cas en 73 était extrêmement faible.
Et ce cas a duré 50 ans, maintenu justement par tous les progressistes de la Terre. 2022, la Cour, qu'est-ce qu'elle dit? La Cour suprême des États-Unis, elle dit sur le plan de la constitutionnalité, c'est pas quelque chose qui nous regarde. Ça revient aux États. Donc ça revient aux gens. Ça revient à ce qu'on appelle les people, les gens. Donc, chaque État pourra légiférer. Certains États pourront dire c'est interdit, d'autres pourront dire c'est autorisé, et les gens pourront voter pour leurs représentants en fonction de cela s'ils veulent. Vous voyez le truc? Donc, ce qui va déclencher, probablement, c'est que la décision ne sera probablement pas renversée ou autre. En plus, les juges dans la Cour suprême sont désignés à vie, sont désignés par le président. Donc, un des juges, par exemple, a été désigné par Trump. Je crois qu'il en ait désigné 2. Non, je crois, de mémoire, je crois qu'il en avait désigné qu'un seul. Je crois, c'est même une femme. Je me rappelle de l'histoire à l'époque de Trump. On avait parlé de lui désignant quelqu'un à la Cour suprême. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, les États démocrates, ils vont probablement renforcer leur législation pour autoriser, voire encourager, voire glorifier, pourquoi pas créer le mois des fiertés de l'avortement. C'est clair, c'est ce qu'ils vont faire. Les États républicains vont probablement, et je dis ça de manière un petit peu vague, parce que probablement il y aura des exceptions, les États républicains vont probablement faire l'opposé. Voilà. Ce qui fait qu'aux États-Unis, on va assister à un voyage de l'avortement. Ça veut dire que les femmes qui voudront avorter pourront aller dans un autre État, le faire et puis revenir. Voilà. Donc, ouais, c'est tout. Voilà. Mais ça n'avait pas, je pense que ça n'avait pas à affecter la Constitution française, cette histoire. Ça n'avait pas à remonter jusqu'à parler de changer la Constitution en France et tout. Les arrêtés de la Cour suprême des États-Unis ne s'appliquent pas en France. Il ne faut pas s'en inquiéter. Je sais que Macron et tout voient la France comme un vassal des États-Unis, mais quand même, il ne faut pas pousser jusque-là. Leurs arrêtés, en tout cas en l'état, ne s'appliquent pas en France. Voilà. Même si c'est vrai que les égarements de leur président, qui est quand même aux portes de la sénilité, les égarements de ce président-là semblent s'appliquer de plein droit en France. À très bientôt mes amis, puis on se voit dans une autre vidéo.